Le candidat Emmanuel Macron vient d'arriver. Ici à Aubervilliers. Et avant toute chose, je voudrais avoir un mot pour l'ancien maire de cette commune, Pascal Baudet, qui nous a quittés il y a quelques heures, et présenter mes condoléances évidemment à sa famille, ses proches, mais à l'ensemble des habitants. Merci donc d'être présent ici aujourd'hui pour cette présentation des grands axes du projet que je souhaite soumettre aux Françaises et aux Français pour les 5 années qui viennent et au-delà, car je crois que beaucoup des choses que nous avons à faire aujourd'hui en temps de crise et que nous aurons à faire dans les prochains mois et prochaines années vont structurer la vie de notre pays dans la durée. Et pour moi, cette conférence de presse est l'occasion de vous présenter donc ces principaux axes, de répondre à vos questions. Je le dis tout de suite, même si j'essaierai d'être le plus complet possible, je ne pourrai pas être exhaustif. Et donc il y a beaucoup de sujets importants que je ne pourrai pas traiter aujourd'hui. Par exemple, les différents projets que nous porterons pour nos Outre-mer feront l'objet d'un programme par territoire que j'aurai l'occasion d'expliquer dans les prochains jours et d'adresser à chaque territoire. Des sujets très importants comme notre politique pour la biodiversité, la stratégie maritime française, notre politique pour les forêts, bien d'autres sujets comme le logement qui touchent aussi notre quotidien. Je ne pourrai pas y revenir de manière non plus détaillée. Le projet que je souhaite vous présenter aujourd'hui, c'est à la fois le fruit d'une cohérence, car vous verrez plusieurs convictions que je portais en 2017, que j'ai tâché de porter durant ce quinquennat, sont ici confirmées. En particulier un projet d'émancipation, de progrès pour chacun et chacune de nos compatriotes. C'est aussi un projet qui se nourrit des crises que nous avons traversées tous et toutes ensemble durant ces 5 années et qui n'étaient pas prévues il y a 5 ans. C'est aussi pour ça qu'il faut toujours beaucoup de modestie quand on fait ces exercices. On fait un projet avec ce qu'on veut faire et on a ensuite à affronter le monde tel qu'il est et qu'il vient. Et ces 5 dernières années, c'est ce que nous avons fait ensemble. Mouvements sociaux, pandémie, terrorisme, le retour de la guerre en Europe. Et pendant ces 5 années, nous avons tenu. Je le dis parce que les Françaises et les Français ont eu un esprit à la fois de solidarité, une capacité de résister, une capacité aussi d'innover à travers ces crises qui nous a collectivement rendus plus forts. Mais le projet que je vous présente aujourd'hui est aussi évidemment ancré dans le moment qui est le nôtre. C'est-à-dire celui du retour du tragique dans l'histoire, formule que j'avais utilisée dès 2018, où nos sociétés ont à vivre le retour des crises, celles que j'évoquais, que nous avons connues, le retour de la guerre sur notre continent, y compris des crises que nous ne prévoyons pas encore. Les attaques cyber, de nouvelles menaces sont là qui vont scander notre quotidien, et où nous avons en même temps des grandes transformations à vivre et à accompagner. Évidemment, la grande transformation et la grande transition climatique qui structure notre vie, qui est une urgence de nos sociétés, mais également la transition démographique, la transition technologique et le défi aussi des crises de nos sociétés démocratiques qui est bousculé par les changements du rapport à l'information, aux usages, la montée des inégalités, sont aujourd'hui devant des doutes profonds, des crises que nous connaissons. Cette nouvelle époque qui est la nôtre, marquée par le retour de la guerre, des crises et ces grands bouleversements, ces grandes transitions, la question est de savoir comment nous souhaitons l'aborder. Il y a des projets qui proposent aux Françaises et aux Français le repli, le retour à une forme de nostalgie, parfois d'ailleurs la nostalgie de ce qui n'a jamais été, mais le rétrécissement en quelque sorte sur des choses qui nous paraissent plus familières. Je crois à l'inverse. Et je pense que devant les peurs qui montent face à ce retour du tragique, à la guerre, aux crises, au sentiment de dépossession qui aujourd'hui habite nos sociétés, il nous faut répondre par une ambition lucide, une volonté d'engagement, instruite par justement cette expérience commune des dernières crises, et donc une capacité tout à la fois à savoir mieux nous protéger face à ces crises et les préparer tous ensemble, mais en même temps nous projeter, préparer notre avenir, parce qu'il n'y a pas de fatalité. Je pense que nous avons des ressources pour embrasser ce monde, réussir à mieux maîtriser donc notre destin comme nation et comme individu, et dans le même temps à avoir une ambition pour notre pays. C'est de cela dont je vais vous parler aujourd'hui. Je crois que nous sommes à un moment de bascule
où nous pouvons véritablement changer les choses, agir. Alors il y a toujours, et c'est normal, la tyrannie des événements du quotidien, et nous y répondons. Nous avons à faire face à une hausse des prix, à une inquiétude sur le pouvoir d'achat, la montée des prix. Le gouvernement y répond avec l'indemnité inflation, le bouclier gaz et électricité, la remise sur carburant, le chèque énergie, 20 milliards d'euros en rythme annuel qui ont été ainsi consacrés. Et évidemment, cette réponse doit s'inscrire dans le temps avec un engagement pour mieux maîtriser notre énergie et son coût et réussir à dégager davantage de pouvoir d'achat pour chacune et chacun à travers le travail. Mais nous devons aussi penser, y compris dans ces moments d'urgence, le temps long. Et les campagnes présidentielles doivent aussi servir à cela. C'est-à-dire, quand je disais mieux maîtriser notre destin comme nation ou nos vies comme individus, réussir à répondre aux causes profondes de ce dont nous vivons parfois aujourd'hui, nos conséquences. Et réussir à prendre des choix radicaux parfois pour aller en ce sens. C'est tout l'objet du projet que je veux aujourd'hui vous soumettre, une forme d'optimisme de la volonté, avec, je le crois, une crédibilité liée aux 5 dernières années. Je tâche de faire ce que je dis et j'essaie de dire à chaque fois ce que je fais. J'avais promis de baisser le chômage, malgré les crises, nous l'avons fait. Le taux de chômage atteint son plus bas niveau depuis 15 ans, le taux de chômage des jeunes son plus bas niveau depuis 40 ans et le taux d'activité le plus haut depuis qu'on le mesure. J'avais pris l'engagement de baisser les impôts, malgré les crises. Nous l'avons fait. Moins 50 milliards d'euros, répartis à peu près à parité entre les ménages et les entreprises. J'avais dit que nous réduirions nos émissions de gaz à effet de serre. Nous l'avons fait 2 fois plus vite qu'auparavant, moins 12% durant ce quinquennat. Aucun de ces résultats ne peut considérer comme suffisant en soi, être l'aboutissement et la fin des ambitions. Mais il marque simplement le fait que face à des engagements que j'avais pris devant plusieurs d'entre vous et devant nos compatriotes il y a 5 ans, l'action a été au rendez-vous et les résultats sont ici présents. Et si les Français me font confiance, ce que je vais donc vous exposer aujourd'hui sera mis en œuvre, avec aussi une méthode nouvelle, et vous le verrez sur plusieurs sujets, une volonté d'avoir une approche différente et de définir quelques ambitions sur des sujets déterminants en changeant la méthode pour essayer de lever complètement les blocages qui parfois nous ont encore paralysés sur certains sujets structurants. Avec vous n'est pas simplement un slogan, ce sera aussi pour moi une méthode démocratique nouvelle dans la continuité, dans la durée. Avant de détailler les quelques axes de ce projet, je voudrais, à l'issue de ce propos introductif, vous dire que ce projet repose sur 3 convictions, et je les rappelle parce qu'elles n'ont plus force d'évidence partout dans le champ démocratique aujourd'hui et dans toutes les sociétés démocratiques contemporaines. Le premier, c'est que je suis convaincu que face à ces grandes transitions au retour du tragique, il nous faudra faire des choix, parfois historiques, pour notre nation et pour notre Europe. Nous avons eu à les faire durant la pandémie, nous aurons à les faire à coup sûr dans les mois et les années qui viennent. Et donc nos temps sont marqués par un retour de la souveraineté populaire. Un retour au fond de ce qu'on appelle parfois le politique, et je l'assume, c'est pourquoi ces moments de campagne sont si importants. Mais nos sociétés qui se sont technicisées, où on parle de plus en plus de régulation, ont eu tendance à transférer à des structures indépendantes de plus en plus techniques, loin de nos compatriotes, beaucoup de décisions. Nous arrivons à un moment où le sujet n'est plus de gérer simplement le quotidien, mais de prendre des choix parfois historiques, profonds et en rupture. Le retour de la souveraineté populaire est donc bien là. Deuxième élément de conviction et d'inspiration, c'est la confiance dans le progrès. Progrès technologique, progrès scientifique, progrès social. Je le dis parce que nous avons vu notre société se déchirer, parfois, souvent, ces dernières années, sur des sujets qui étaient pourtant établis, qui étaient le fruit de la connaissance, du débat scientifique, mais d'où émergeaient des vérités scientifiquement établies. Je pense qu'il faut choisir son camp. Le projet que je vous propose repose sur cette conviction. Elle est forte, elle est assumée. Et enfin, ma troisième conviction philosophique, c'est l'humanisme. C'est que de quelque progrès qu'on parle, quels que soient les choix, tout ça est au service d'une certaine idée de l'homme. C'est ça le projet français.
Et vous le voyez, en quelque sorte, je tire ces trois convictions de ce qui est au cœur du projet français dès notre Révolution, et même avant, car tout cela commence plus tôt, l'esprit des Lumières, pour partie celui de la Renaissance, mais cette confiance dans la souveraineté populaire, cette volonté de fonder les choix sur le progrès et cet attachement à un humanisme, ce sont les trois éléments de philosophie qui, pour moi, sont le socle du projet que je veux ici vous présenter. Je vais essayer de vous donner donc cette vision pour les prochaines années, en ayant assumé de ne pas être exhaustif donc, et avant de répondre à vos questions, autour de trois axes. Pour moi, le premier élément, c'est d'abord en répondant aux crises, en ayant tiré les leçons des crises que nous avons vécues et de la guerre que nous vivons, tâcher de faire de notre pays une nation plus indépendante dans une Europe plus forte. Ensuite, j'essaierai, fidèle en quelque sorte à la promesse de 2017, et poursuivant le travail fait, d'essayer de montrer qu'on peut continuer d'avoir des progrès pour chacun et d'avoir un projet pour chacune et chacun des Françaises et des Français. Et enfin, je tâcherai de détailler quelques-uns des aspects du pacte républicain auquel je crois. Faire de la France donc une nation plus indépendante, c'est ce que nous avons tâché de faire ensemble. Ce sont des choix pris dès le début du quinquennat et dont la conviction, l'importance s'est encore renforcée durant la pandémie, où nous avons tous mesuré nos dépendances, nos vulnérabilités, et la guerre que nous sommes en train de vivre nous le fait encore toucher du doigt sur les sujets d'énergie ou les sujets de matières premières. L'indépendance, ça n'est pas l'autarcie, mais c'est de se dire sur ce qui fait le socle de notre vie en commun. Nous pouvons choisir de coopérer avec certaines ou certains, nous voulons rester une nation ouverte, mais il y a des choses qu'on ne peut pas déléguer à d'autres. Le premier élément de cette nation plus indépendante, c'est évidemment de nous défendre face aux crises. À cet égard, j'assume un choix de cohérence. Dès 2017, conformément à mes engagements, j'ai décidé de rompre avec le désinvestissement dans nos armées, et après un travail stratégique, de porter une loi de programmation militaire qui a permis de réinvestir dans nos armées. Je me félicite que beaucoup de celles et ceux qui l'avaient alors critiqué, compte tenu de ce qui se passe aujourd'hui, puissent s'y ranger. En tout cas, nous avons tenu nos engagements, et je veux ici saluer l'engagement des ministres, de nos armées et des parlementaires. L'engagement, en effet, de réinvestissement est là. Le budget des armées était de 32,3 milliards en 2017. Il est cette année de 40,9 milliards. Nous avons tenu, malgré la crise, ces engagements, ce qui fait que la France a dépensé 2% de son produit intérieur brut dans ses armées en 2020. Et nous atteindrons l'objectif des 50 milliards en 2025, conformément à la loi de programmation militaire. Je veux ici conforter, confirmer cet engagement. Il doit être complété par un engagement accru au niveau européen. Les choix faits par plusieurs de nos voisins ces derniers mois sont une bonne chose, qui nous renforce. Nous avons lancé plusieurs projets qui devront se poursuivre de coopération capacitaire. Et la France portera la défense d'un réinvestissement dans le Fonds européen de défense au niveau européen pour pouvoir justement aller plus loin et consolider cet effort. Je ne veux pas ici être trop détaillé, mais pour moi, il y a deux enjeux, principalement. Le premier, c'est que nous devons, en poursuivant cet effort, continuer à gagner en flexibilité, en adaptabilité pour nos armées, face en particulier à de nouveaux types de conflictualité. Le spatial, le cyber, les conflits hybrides. Et donc nous devons réinvestir dans de la technologie de pointe, mais nous devons aussi conforter un modèle complet d'armée, ce qui est notre force, et nous sommes la seule vraie armée complète en Europe continentale, et réussir à gagner en adaptabilité. Et en parallèle, il nous faut intensifier nos investissements pour pouvoir affronter une guerre de haute intensité qui peut revenir sur notre continent. Nous en avons les moyens, et donc il nous faut poursuivre cet effort. Et si les Françaises et les Français me font confiance, je demanderai au chef d'état-major des armées de pouvoir réévaluer tous les besoins qui apparaissent à la lumière, justement, de la guerre que nous sommes en train de vivre et de la mise en œuvre de la loi de programmation militaire depuis 2019. En parallèle de cela, il nous faut, pour mieux nous défendre face aux crises, remobiliser les différents leviers de l'engagement. Une nation qui se protège, c'est une nation qui a une armée forte, avec un modèle complet, qui est bien équipé, qui déploie ses capacités et qui a une loi de programmation militaire à hauteur d'homme, ce que nous avons fait. Mais il nous faut aussi avoir une nation qui, en quelque sorte,
a la capacité, la volonté de se défendre face à toutes les formes de risque. Nous avons commencé à redévelopper cet esprit avec l'idée du service national universel que nous avons expérimenté puis monté en capacité, 50 000 pour cette année. Je souhaite que nous puissions continuer l'effort pour le généraliser. C'est un des éléments de la refondation du pacte si essentiel entre nos armées et la nation. Et donc nous devons sur ce sujet aussi, indépendamment de ce que nous faisons pour les armées et pour nos capacités, repenser ce pacte et, dans un pays qui a choisi depuis maintenant 25 ans l'armée de métier, réfléchir à comment nous arrivons à renforcer, redonner de la vitalité à ce pacte. La généralisation du service national universel, l'augmentation des réservistes qui seront doublés pour nos militaires. À côté du militaire, il y a le civil. Et je souhaite aussi que nous renforcions nos capacités à nous défendre face aux nouveaux risques, à travers, là aussi, une mobilisation de la nation tout entière et une augmentation des réservistes aux côtés de nos forces de sécurité intérieure. C'est ce que prévoit la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, qui fait plus que doubler les réservistes de la police et de la gendarmerie. Et puis plus largement, je souhaite pouvoir mettre en place un plan de mobilisation civile pour renforcer notre résilience, qui passera par un renforcement des stocks stratégiques de la nation, par un recensement des compétences des Français volontaires pour être mobilisés en cas de crise grave, mais aussi des capacités des entreprises clés. Il nous faut organiser, entretenir, reconnaître et préparer ce que nous avons vu émerger durant la pandémie de Covid-19 de manière spontanée, que nous avons parfois tâché d'organiser au plus près du territoire, mais nous avons vu qu'il y avait des compétences qui sont à mobiliser au service de la nation, qu'il y a une volonté d'engagement de nos compatriotes, il faut pouvoir lui donner un cadre et réussir à pleinement la reconnaître et à la faire grandir. C'est un élément clé de la résilience de la société française et de la nation française face aux crises. Et puis, ceci se complète aussi par ce que nous voulons faire pour continuer à renforcer le tissu associatif, si essentiel justement à la résilience de la société. Depuis la pandémie, nous avons augmenté de 50% le budget accordé au service civique. Je souhaite que nous puissions poursuivre la généralisation du service civique qui permet à nos jeunes justement de compléter leur formation par un engagement associatif reconnu, l'acquisition de compétences, ce qui là aussi vient conforter et renforcer la résilience de la nation. Mieux nous défendre face aux crises par un engagement militaire, de sécurité intérieure, mais aussi civile et de la nation, c'est un élément clé pour une plus grande indépendance de la France face aux crises. Et c'est aussi une manière de tirer les enseignements de ce que nous venons de vivre tous ensemble ces dernières années. Deuxième élément pour faire une nation plus indépendante, c'est d'investir massivement pour l'indépendance agricole, industrielle et créative française. En effet, nous avons vu nos vulnérabilités, je l'évoquais, nous savons aussi nos forces, et nous devons donc tirer les conséquences de ce constat. L'indépendance agricole d'abord. Je veux ici rendre hommage à tous nos agriculteurs. Ils ont nourri le peuple français pendant la crise. Et durant cette pandémie, nos agriculteurs, l'ensemble aussi des salariés du monde de l'agroalimentaire, ont été absolument exemplaires et n'ont cessé de travailler pour nourrir les Françaises et les Français, plus largement nourrir les Européens. Nous avons, à cet égard, œuvré pour continuer à transformer notre agriculture, continuer à produire, aller vers plus de qualité encore, plus de circuits courts, plus de bio, et donc tout ce qui a été au cœur des lois Egalim 1, Egalim 2, des stratégies portées par le ministère sera poursuivi. Il faut de la constance et une approche par filière comme nous l'avons eu durant les années qui viennent. Je souhaite, pour compléter cela, que nous puissions maintenant renforcer l'action sur le renouvellement des générations. En particulier, formation, installation, dans le cadre d'une loi d'orientation et d'avenir agricole. L'un des défis qui est le nôtre, c'est la transition démographique du monde agricole. Et les 5-10 ans qui viennent sont une année de transition très profonde, où beaucoup de nos exploitants sont arrivés à un âge où ils vont devoir prendre la retraite. Et donc il nous faut évidemment consolider ce qu'on a fait, parce que c'est ce qui permet de vivre dignement de son revenu. Il y a encore des batailles à mener.
et je pourrai répondre à vos questions sur ce sujet, mais il nous faut réussir à avoir une loi qui aidera sur l'installation, sur le foncier, sur la formation et l'accompagnement des jeunes exploitants agricoles. C'est un axe fort sur ce sujet, et il doit être complété par, au niveau européen, 2 éléments que je souhaiterais simplement mettre en lumière. Le premier, c'est l'intensification de notre plan protéines, initiative française lancée dès 2018, que nous avons ensuite européanisée, qui est clé pour notre souveraineté alimentaire européenne, parce que l'Europe, depuis les années 60, dépendait des autres continents sur les protéines. Et à côté de ça, c'est aussi de renforcer notre investissement pour produire plus, et la France portera une adaptation de la stratégie européenne dite, pardon de cet anglicisme, farm to fork, de la ferme à la fourchette donc, qui était reposée sur un monde d'avant-guerre en Ukraine et qui prévoyait une diminution de la production de 13%. Ces objectifs doivent être revus, car en aucun cas l'Europe ne peut se permettre de produire moins. Là aussi, je pourrais répondre à vos questions, mais il est maintenant établi que, compte tenu de la guerre en Ukraine, nous aurons, dans les 12-18 mois qui viennent, des crises alimentaires profondes, en particulier dans les pays très dépendants de l'Ukraine et de la Russie, Proche, Moyen-Orient et Afrique. Et donc l'Europe doit se mettre en situation de répondre à ces défis pour elle-même, mais aussi pour ses partenaires. Voilà pour l'indépendance agricole. Indépendance productive ensuite. Il nous faut, et là je serai très rapide, pouvoir continuer à investir pour renforcer la consolidation de nos entreprises, leur compétitivité et la création d'entreprises et le développement des entreprises en France. À cet égard, au-delà de l'agenda qui a été poursuivi et des baisses d'impôts d'ores et déjà décidées, qui évidemment seront confirmées, nous supprimerons la CVAE, ce qui représente 7 milliards d'euros, en plus des 10 milliards d'impôts de production déjà supprimés, ce qui est un élément clé pour la compétitivité de nos entreprises, et en particulier dans le secteur industriel. Et en parallèle de ça, la nation fera le choix d'investir 30 milliards d'euros dans les secteurs d'avenir, où il faut, en matière de recherche fondamentale, recherche appliquée et développement industriel, assumer des investissements massifs de la nation dans les mini-lanceurs spatiaux, dans les biomédicaments, dans les semi-conducteurs, dans les réacteurs nucléaires de 3e et 4e génération, dans la poursuite, là aussi, notre stratégie numérique et du développement des licornes et des plus grandes entreprises du secteur, dans le cloud, le quantique, l'intelligence artificielle et plusieurs autres secteurs. Troisième levier pour cette indépendance productive, c'est l'indépendance énergétique. Et c'est là où notre agenda de transition climatique rejoint l'agenda de souveraineté énergétique et industrielle. Ils se nourrissent l'un l'autre. En effet, la France s'est engagée sur une stratégie de neutralité carbone 2050. Je vais ici vous la confirmer, mais nous pouvons être la première grande nation à sortir de la dépendance au gaz, au pétrole et au charbon. Beaucoup a été fait, je le disais, mais énormément nous reste à faire. Et donc cette stratégie doit passer par plusieurs leviers. Le premier, une stratégie européenne, celle que la France a portée dès 2018, sur lesquelles nous avons convaincu nos partenaires, jusqu'à avoir l'unanimité en décembre 2021, et qui nous permet d'avoir cette stratégie de réduction de nos émissions. La taxe carbone européenne en est un élément déterminant et nous la porterons. Et derrière, nous déploierons au niveau national cette stratégie européenne par une planification par secteur qui sera déclinée territoire par territoire. Au fond, sur ce sujet, j'assume d'avoir une volonté de planification, qu'il s'agisse de la production d'énergie comme du déploiement de nouvelles filières industrielles, et de décliner ensuite ces objectifs par territoire en laissant de la liberté d'adaptation. Dans ce contexte-là, l'État aura à reprendre en main plusieurs aspects de la filière énergétique. D'une part, les sujets de régulation. Il nous faut changer la formation des prix au niveau européen. En particulier, nos prix de l'électricité doivent faire l'objet d'une réforme et nous porterons ce sujet, car ils sont aujourd'hui trop dépendants du gaz et ne correspondent pas au mix électrique français. Et nous aurons à reprendre le contrôle capitalistique de plusieurs acteurs industriels. En matière de production, la France s'engagera sur la construction d'une première tranche, un premier palier de 6 réacteurs et une mise à l'étude immédiate de 8 autres réacteurs. La puissance solaire sera multipliée par 10 et 50 parcs éoliens en mer seront déployés d'ici 2050. La stratégie de production que je souhaite porter pour la nation repose au fond sur 3 axes. Continuer les investissements en réduction de consommation, avoir un déploiement de renouvelables massifs,
reposant sur le solaire, l'éolien en mer et l'éolien terrestre, avec les objectifs que je viens de rappeler, et la production de nucléaire, avec la mise en œuvre immédiate d'un nouveau plan de construction de réacteurs. Je le dis avec beaucoup de clarté, je pourrais répondre à vos questions, c'est le seul mix qui permet de réduire de manière efficace, rapide et souveraine nos émissions de carbone. Les plans qui ne reposent que sur le nucléaire n'apportent aucune solution dans les 15 prochaines années, compte tenu du cycle de production. Les plans qui ne reposent que sur le renouvelable nous mettent en situation de dépendre de l'importation d'énergie fossile, car ils ne proposent pas de solution non intermittente de production d'électricité. À côté de cette stratégie en matière de production, nous mettrons en place une stratégie là aussi pour consommer moins par le changement des comportements, en nous appuyant sur ce que nous avons su faire ces dernières années. Parfois, nous avons tâtonné et échoué, puis nous avons fait pivoter, si je puis dire, notre propre stratégie pour avoir des résultats. Par exemple, la rénovation thermique des bâtiments. Le début du quinquennat n'a pas été marqué par des résultats. On a changé la logique, nous avons simplifié le modèle. Nous avons réussi en 2021 à financer la rénovation de 650 000 logements. L'objectif que je fixe pour les 5 ans à venir, c'est de rénover au moins 700 000 logements par an. Nous avons maintenant adapté le dispositif, il est simple, il est connu de nos compatriotes, il permet de réduire le reste à charge, il est incitatif et il permet d'avoir une stratégie robuste avec l'objectif que je viens de fixer. Ensuite, nous déploierons une offre abordable de véhicules électriques. Nous avons accompagné dans le quinquennat passé 1 million de Françaises et de Français pour changer leurs véhicules. C'est sur cette base-là que nous allons renforcer les choses, en particulier en mettant en place des mécanismes de leasing pour accompagner les ménages les plus modestes, pour permettre de faire la transition de leurs véhicules, ce qui permet de consommer moins, ce qui est bon pour le pouvoir d'achat, et d'émettre moins. Et nous porterons une série de mesures comme le conditionnement de la rémunération des dirigeants au respect des objectifs environnementaux et sociaux de l'entreprise, ce qui est un élément clé là aussi pour changer les pratiques et les comportements. Toute cette stratégie d'indépendance énergétique repose aussi sur la mise en œuvre d'une stratégie industrielle, c'est-à-dire le développement de filières 100% françaises, ce que nous avons là aussi commencé à faire. Et l'objectif pour moi des 5 prochaines années est en matière de véhicules électriques, d'éolien en mer et de solaire, au moins, de développer des filières 100% françaises. Nous avons commencé à le faire. En 2017, on me disait qu'il était impossible et que les batteries électriques étaient toutes faites en Asie, ce qui était vrai. Nous avons d'ores et déjà déployé 3 gigafactories et acté des investissements dans notre pays pour les batteries électriques. C'est la totalité du cycle sur la voiture électrique qu'il nous faut pouvoir déployer en France, et pareil sur les ensembles des filières que je viens de citer. Quatrième élément de cette indépendance productive, agricole et créative, c'est l'indépendance culturelle et informationnelle. Et je la mets à dessein dans cette même catégorie. Parce que nous sommes en train de le voir aujourd'hui. Les crises que nous vivons, les transitions, les nouvelles formes de guerre montrent combien l'information, la fiction, la création forgent les esprits dans les sociétés démocratiques ouvertes et sont des sujets de souveraineté et d'indépendance. Et donc, à cet égard, je veux porter pour les années qui viennent plusieurs ambitions. La première, c'est de protéger l'information libre face aux ingérences. La France a porté, aux côtés de Reporters sans frontières, entre autres, plusieurs initiatives depuis 5 ans sur le plan international et européen à cet égard. Nous lancerons, au niveau national et européen, des États généraux pour le droit à l'information. Ces États généraux auront vocation, au-delà des simples sujets capitalistiques, à établir les éléments permettant de défendre l'information libre et indépendante, les conditions d'exercice en France et en Europe. Deuxième élément, c'est la consolidation d'un modèle économique viable pour une information libre et indépendante et pour la production de documentaires. Au-delà des sujets déontologiques, des sujets de régulation, de lutte contre la manipulation de l'information, il y a des sujets également économiques pour pouvoir pérenniser le financement de l'information libre indépendante et la production de documentaires, entre autres. Troisième point, c'est de poursuivre l'aide à la création et aux artistes. Et à cet égard, je souhaite pouvoir lancer une deuxième étape de la commande culturelle que nous avons lancée au cœur de la crise Covid et pouvoir développer, au-delà de cette stratégie de commande publique, libre, ouverte, mais qui a vocation à permettre à notre pays de rester cette grande puissance créatrice
qu'il ait cette puissance de rêve, pour reprendre les grands auteurs, que nous avons toujours été, que nous avons vocation à être. Donc nous investirons, et en même temps nous défendrons aussi au niveau européen, comme nous l'avons fait depuis 2017, droit d'auteur et droit voisin, et nous nous battrons pour bâtir un métaverse européen. C'est un sujet clé à la fois pour, évidemment, la création, mais pour la capacité à permettre à tous nos créateurs, quel que soit d'ailleurs le champ culturel qui est le leur ou leur champ d'activité, de créer et de ne pas dépendre d'acteurs et d'agrégateurs anglo-saxons ou chinois qui pourront totalement contourner sinon les règles aujourd'hui de respect du droit d'auteur et du droit voisin. Et donc c'est un sujet absolument essentiel pour défendre notre capacité à créer et les droits de nos auteurs. Voilà les quelques grands axes que je souhaite développer pour investir pour notre indépendance donc agricole, productive et créative, qui est un des leviers pour faire une nation plus indépendante. Puis, dernier élément pour faire une nation plus indépendante, si je puis dire, les conditions de notre indépendance, c'est le savoir, les compétences, le travail. Au fond, si nous voulons pouvoir porter cette stratégie et la financer, il nous faut assumer de renforcer notre croissance potentielle. Par plus d'investissement dans le capital, je viens de l'évoquer, mais aussi par plus de travail, par plus de compétences, par plus de savoir. Nous sommes à un moment de notre histoire où il faut assumer ces investissements, mais où il faut, à côté de ça, investir davantage dans le savoir, la formation, les compétences, et augmenter la quantité de travail de la nation pour pouvoir financer ce modèle. Pour ce faire, il nous faudra poursuivre l'investissement et les réformes en matière d'enseignement supérieur et de recherche. C'est un levier clé de notre indépendance pour aujourd'hui et pour demain. En effet, ce couple investissement-transformation, c'est celui que nous avons porté. Je souhaite pouvoir aller encore plus loin et plus fort. Le financement de notre recherche fondamentale et appliquée sera un élément clé des 5 prochaines années. Nous avons décidé, à travers la loi de programmation pour la recherche, 25 milliards d'euros d'investissement sur 10 ans. Ce travail sera déployé et accéléré, avec aussi la mise en place d'outils nouveaux d'évaluation de gestion. Il sera accompagné, là aussi pour essayer d'être synthétique, de 2 grands leviers de réforme. Le premier, le renforcement de l'autonomie de nos universités pour en faire des opérateurs de recherche à part entière afin d'atteindre les meilleurs standards internationaux et permettre de leur donner une pleine autonomie et d'aller au bout des réformes commencées il y a une dizaine d'années. Et le deuxième, c'est de positionner les organismes de recherche sur les secteurs stratégiques pour l'indépendance française en leur permettant de continuer à former les meilleurs esprits, mais leur permettant d'être plus attractifs en gardant, voire en attirant, les meilleurs talents internationaux. Nous avions, ces dernières années, décroché en termes de compétitivité dans beaucoup de secteurs, parce que nous payions moins bien nos chercheurs et parce que nous encadrions moins bien leurs travaux de recherche, en leur apportant moins d'aide, moins de simplicité dans les programmes, des équipes moins fournies. Nous avons commencé, à travers la loi de programmation, à rattraper ce retard. On doit maintenant aller beaucoup plus vite et plus fort, mais assumer totalement cet esprit de compétition. Le deuxième élément, c'est de continuer à investir, mais d'aller beaucoup plus loin dans les transformations en matière de compétences. À cet égard, là aussi, nous planifierons les besoins en termes de compétences de la nation en les territorialisant et en adaptant notre offre de formation en conséquence. Nous avons de l'ordre d'1 million de personnes qui devront être formées, nous le savons, aux emplois dans les secteurs d'avenir d'ici la fin de la décennie, ce qui suppose de savoir les cartographier, de mobiliser les services de l'État, les régions, les différentes branches professionnelles, les partenaires sociaux, à l'échelle d'un territoire, pour pouvoir faire cette prévision et orienter comme il se faut nos systèmes de formation. Et donc, à l'appui de cette volonté de transformation et d'investissement dans les compétences, 3 éléments simples mais très concrets, nous mènerons une réforme du lycée professionnel pour en faire une voie d'excellence en répétant le succès de l'apprentissage. Ce sont 700 000 lycéens qui sont concernés et nous avons encore beaucoup trop de filières en lycée professionnel où nous formons des jeunes qui ne correspondent pas aux besoins du monde du travail qui sont aujourd'hui les nôtres. Et donc, en les ouvrant davantage sur l'entreprise, en permettant une rémunération des lycéens professionnels en alternance, en changeant totalement la logique de formation, en s'inspirant de ce que nous avons mené et réussi sur l'apprentissage, cette réforme est un élément clé pour permettre d'améliorer la formation et l'investissement dans les compétences de la nation.
Toujours sur les compétences, nous investirons dans l'université en ouvrant toutes les places nécessaires dans les filières du supérieur et en développant davantage de filières courtes et professionnalisantes, qui là aussi correspondent à des besoins très clairs, mais où on doit, de manière beaucoup plus transparente, donner à nos compatriotes, quand ils rentrent dans une filière universitaire, les débouchés et sur les 5-10 dernières années, ce que la filière universitaire permet d'obtenir comme emploi et le devenir de celles et ceux qui sont passés par cette filière. Enfin, nous continuerons la réforme de la formation professionnelle. Elle a été, si je puis dire, déverrouillée par les réformes du quinquennat qui s'achèvent en matière de demande. On doit maintenant beaucoup plus l'orienter en matière d'offres, en assumant de déréférencer des formations professionnelles qui ne sont pas suffisamment qualifiantes ou qui ne permettent pas de déboucher sur des emplois durables, en mesurant simplement leur performance, et en permettant de développer des formations professionnelles là aussi où il y a des besoins, ce qui aujourd'hui ne correspond pas à la réalité de manière suffisante de notre tissu. Savoir et recherche, compétences, enfin travail, qui est une condition de l'indépendance, nous devons travailler plus. Et là-dessus, il y a 2 leviers, le plein emploi, la réforme des retraites. Premier objectif pour travailler plus, c'est le plein emploi. Cet objectif est atteignable. Il consiste à faire, dans les 5 ans qui viennent, ce que nous avons fait dans les 5 ans qui viennent de s'écouler. Et donc, je considère qu'en prenant cet engagement, je suis volontariste mais réaliste, parce que je peux m'appuyer sur les résultats que nous avons collectivement obtenus durant les 5 années qui viennent de s'écouler. Pour ce faire, nous poursuivrons les réformes du marché du travail, en continuant à simplifier et déconcentrer le dialogue social, à continuer à donner de la visibilité aux employeurs comme aux salariés. Nous continuerons les réformes de l'assurance chômage pour l'adapter à la conjoncture, avec un système simple. À chaque fois que la conjoncture s'améliore, on doit avoir des règles qui réincitent encore davantage au retour à l'emploi. À chaque fois que la conjoncture se dégrade, on doit mieux protéger celles et ceux qui tombent dans une situation de chômage. Ce que nous avons exactement fait durant les 18 mois qui viennent de s'écouler. Nous transformerons aussi Pôle emploi en le transformant en France Travail, ce qui est un changement profond, et je veux saluer l'engagement vraiment de tous les salariés de Pôle emploi, mais l'idée, et sur la base de ce que nous avons lancé ces dernières années avec le service public d'insertion à l'emploi, c'est de réussir à l'échelle d'un territoire, de mettre en commun tous les savoir-faire et les compétences, celles de Pôle emploi, celles de nos régions, de nos départements, des communes, des missions locales. Il y a une très grande segmentation de toutes celles et ceux qui accompagnent le retour à l'emploi. Et on les a segmentés par public, ce qui ne correspond plus à la réalité. Et donc, la volonté avec France Travail, c'est d'avoir, j'aime pas tellement ce terme, c'est celui souvent qu'on emploie de guichet unique, mais un lieu où on accompagne toutes celles et ceux qui ont vocation à revenir à l'emploi de manière beaucoup plus simple et où on met toutes les compétences autour de la table, où on les accompagne, bilan de compétences, formation, des formations en termes de savoir-être ou de savoir-faire, ou des formations plus lourdes, et accompagnement vers le retour du travail, avec de l'adaptation, ou vers le travail totalement libre, si je puis dire, et dans des conditions normales. Cette réforme de France Travail est un élément clé pour gagner en efficacité et permettre d'aller vers le plein emploi. Et puis, ce sera la réforme de ce qui est aujourd'hui le RSA pour aller vers un revenu d'activité en assurant un meilleur accompagnement et un meilleur équilibre des droits et devoirs. Au fond, ce que je veux qu'on puisse mettre en œuvre, de manière très cohérente d'ailleurs avec ce qu'on a fait avec le plan pauvreté, ce qui a été mis en œuvre de manière expérimentale dans plusieurs territoires, je pense en particulier dans le Nord, c'est de se dire que les bénéficiaires du RSA aujourd'hui ont en quelque sorte été les victimes de notre mauvaise organisation collective. Et notre nation s'est organisée d'abord en divisant les compétences, puisqu'on a dit on décentralise la compétence, en même temps la prestation elle est liquidée par les caisses d'allocation familiale, donc personne n'était vraiment en charge. Et on a dit la solidarité de la nation, c'est une prestation qu'on verse. Personne ne considère que sa dignité est reconnue et respectée avec une prestation. Et donc, il faut un revenu de subsistance pour toute personne, mais il faut pouvoir mieux accompagner chacune et chacun, reconnaître sa dignité et lui demander une part de devoir pour toutes celles et ceux qui le peuvent, parce qu'il y a beaucoup aussi de situations qui sont empêchées, mais leur permettre justement de pouvoir prendre leur part. Et donc, il y aura dans cette réforme l'obligation de consacrer 15 à 20 heures par semaine pour une activité permettant d'aller vers l'insertion professionnelle, soit de formation en insertion, soit d'emploi, et d'être mieux accompagné, de dire qu'il n'y a pas simplement une prestation, mais aussi un accompagnement.
Et au fond, ce que je souhaite faire avec cette réforme du RSA, c'est exactement ce que nous sommes en train de déployer depuis quelques semaines avec le contrat d'engagement jeune pour les 18-25 ans. Je n'ai pas voulu faire le RSA pour les 18-25 ans et je l'assume totalement parce que je considère que c'est en quelque sorte nous satisfaire d'une idée qu'on traiterait la pauvreté ou la précarité uniquement à travers des prestations monétaires. Oui, il faut un soutien monétaire, mais il faut en plus de ça reconnaître la dignité de chacun, demander une part d'effort pour toutes celles et ceux qui le peuvent et de devoir, et un accompagnement. C'est exactement ce qu'on a fait avec le contrat d'engagement jeune pour les 18-25 ans, que je veux pouvoir maintenant généraliser à tous ceux qui sont actuellement les bénéficiaires du RSA. L'objectif, c'est donc à travers l'ensemble de ces mesures, d'arriver au plein emploi. Et puis il y a le travailler plus longtemps. Nous sommes dans une société qui vieillit, c'est une chance, c'est une force de nos sociétés où on améliore le soin, la prévention. Il est donc normal, surtout compte tenu aujourd'hui de la nature des comptes publics, de la réalité, que nous travaillons plus. Et d'ailleurs, les évaluations le montrent, qui sont différentes de celles qui présidaient aux travaux, aux engagements que j'avais pris en 2017. Et en parlant de la réforme des retraites, je parle, je crois, d'une des deux grandes réformes que je n'ai pas pu mener à terme durant ce quinquennat, la pandémie ayant stoppé la réforme qui avait été conduite en première lecture à l'Assemblée nationale au début de l'année 2020. La réforme que je propose est différente de celle de 2017 parce que les conditions macroéconomiques ne sont pas les mêmes, parce que le pays continue à se transformer, notre environnement aussi, parce que je tire aussi les enseignements de ce qui n'avait pas été compris. Et donc, à cet égard, la réforme que je souhaite mener, c'est d'augmenter l'âge légal progressivement, comme on l'a toujours fait d'ailleurs, avec un système de trimestre progressif, mais donc de mener cet âge légal jusqu'à 65 ans, de prendre en compte les carrières longues, ce sera un sujet de négociation, mais celles et ceux qui ont commencé à travailler très tôt, il faut le prendre en compte, de prendre en compte les questions d'invalidité et de pouvoir, de la manière la plus individuelle possible, prendre en compte aussi la réalité des métiers et des tâches pour avoir un système qui est juste. Donc décalage progressif de l'âge légal à 65 ans, prise en compte de ses spécificités, et, entre autres, pour accompagner cela, un travail qui reposera sur le dialogue social pour, justement, repenser les carrières longues et mobiliser l'ensemble des branches professionnelles contre le chômage des seniors. Avec plusieurs propositions qui sont faites, rémunérer les volontaires proches de la retraite ou à la retraite qui souhaitent faire profiter la société de leur expérience, mais avec un vrai travail qui doit être conduit, et qui est pour moi un fruit du dialogue social par branche et dans les entreprises, pour permettre justement de faire évoluer les dernières parties de carrière, qui est un vrai sujet d'innovation sociale et d'amélioration de la qualité de vie au travail. En parallèle de ça, nous simplifierons et développerons les mécanismes de cumul emploi-retraite. D'une part, en simplifiant les mécanismes de départ progressif vers la retraite, qui existent déjà mais qui doivent être simplifiés, et en permettant de manière beaucoup plus incitative de bénéficier de sa retraite en continuant à cotiser et à gagner des droits à cotisation, ce qui est une des faiblesses du système de cumul actuel, comme vous le savez, que nous proposons, que je souhaite lever. Cet ensemble, c'est ce qui nous permet de travailler plus et qui dégage évidemment des économies et de la capacité aussi à créer de la richesse pour notre pays. Voilà les principaux axes d'un point de vue donc économique qui nous permettront de renforcer l'indépendance de la nation. Tout ça correspond donc au premier ensemble d'ambitions, de réformes que je souhaite pouvoir porter dans les 5 années qui viennent si nos compatriotes me font confiance pour rendre notre nation plus indépendante et plus forte. Et ensuite, une deuxième série d'ambitions que je souhaite pouvoir défendre, celle qui consiste à essayer d'œuvrer à une société plus unie. Et pour ce faire, à essayer d'œuvrer pour que chacun puisse mieux vivre dans notre pays. Au fond, après vous avoir parlé de la France, je voudrais dire quelques mots sur les Françaises et les Français. Et à cet égard, je reste fidèle et convaincu de la force des engagements de 2017. Je pense en effet que si nous voulons une société plus unie, il faut continuer de lutter contre les inégalités, mais il faut davantage lutter contre les inégalités à la racine. Se battre pour l'émancipation et contre l'assignation. Dans notre pays, qui historiquement s'est beaucoup accommodé d'inégalités de départ pour le compenser par de la correction a posteriori, la plupart du temps par les sujets fiscaux et sociaux. Moi, je crois beaucoup
je continue à croire au fait que la politique la plus égalitaire, c'est celle qui prévient les inégalités et qui conjure la fatalité. Et donc vivre mieux, c'est ça. Et puis la deuxième chose, c'est que je pense qu'il faut continuer à défendre des progrès pour chacun. Et c'est ce que je vais essayer ici de présenter de manière rapide. Alors prévenir les inégalités à la racine, c'est continuer à essayer de défendre les mêmes chances pour tous, quelle que soit sa famille, son quartier et d'où qu'on vienne. Il y a 3 ambitions que j'ai défendues durant ce quinquennat que je souhaite pouvoir continuer de défendre. Je vais les citer rapidement en essayant de donner quelques éclairages sur ce que je voudrais faire en plus, mais j'y tiens beaucoup. La première, c'est la protection de l'enfance. Nos enfants, il y a un engagement historique de nos départements, l'aide sociale à l'enfance, j'ai déjà pris des engagements sur ce sujet, je ne veux pas y revenir, mais notre société doit continuer de mieux protéger ses enfants et d'investir beaucoup plus dans nos enfants. Nous avons lancé ce qui s'est appelé la mission 1000 premiers jours, qui a été pilotée par Boris Cyrulnik. Elle a permis de réinvestir, de prendre déjà beaucoup de choses qui ont changé la vie des familles, mieux accompagner les familles dès le 4e mois de grossesse, le congé paternité, enfin, des tas de choses très concrètes qui permettent de mieux accompagner les enfants et de protéger l'enfance. Je souhaite pouvoir vraiment continuer à déployer cet agenda des 1000 premiers jours et je souhaite qu'on continue à renforcer la protection de nos enfants avec 2 sujets, je vais juste citer ici, le contrôle parental des écrans par défaut. C'est un sujet essentiel, mais protéger nos enfants, c'est les protéger contre les nouveaux usages. Et on nous a tous appris quand nous étions enfants à apprendre à comprendre la société avant de nous jeter dans la rue. Or, aujourd'hui, on met trop souvent, dès le plus jeune âge, des écrans dans la main de nos enfants sans les avoir formés, les avoir protégés. Et donc, ce qui a commencé à être mis dans la loi dans cette fin de mandat, il faut le renforcer, le spécifier, le consolider. Mais protéger nos enfants, c'est les protéger face au contenu. C'est aussi avoir un effort que nous devons mener à l'échelle européenne de plus grande régulation des plateformes et des réseaux sociaux pour protéger nos enfants face au contenu pédopornographique, face aussi au cyberharcèlement dont ils sont l'objet, et d'assumer cette politique. Et puis la lutte contre le harcèlement à l'école, au collège, au lycée, et le harcèlement cyber est une politique essentielle. Il y a aujourd'hui, et c'est un continent complètement caché de nos discussions, de cette campagne que je vois comme vous se déployer, on n'en parle pas du tout. Mais la souffrance de nos enfants et de nos adolescents face au harcèlement qu'ils subissent, et de plus en plus à l'école, sur les réseaux sociaux, les boucles de messagerie ou autres, est un phénomène qui a complètement explosé ces dernières années. Et là-dessus, nous devons complètement nous mobiliser. Et donc on doit se mobiliser, par des interdits qu'il faut assumer. Interdits d'écran et d'accès à ces réseaux pour nos enfants et nos jeunes adolescents. Et il va falloir réguler ces plateformes parce que je ne connais pas de liberté quand il n'y a pas d'ordre public et de protection des plus vulnérables. Ça, c'est la protection de l'enfance. Il y a une autre ambition que je veux poursuivre, c'est évidemment l'inclusivité et le handicap. Beaucoup de choses ont été faites. Je vous rassure, je ne vais ici pas tout reprendre, mais je crois beaucoup à ce que nous avons fait, ce que nous devons poursuivre pour l'école inclusive. Nous avons aujourd'hui 400 000 enfants qui sont à l'école. On a permis à 80 000 élèves de plus durant ce quinquennat d'aller à l'école de manière quasi normale, parce qu'on a augmenté de 35% le nombre, justement, d'AESH, qui permettent d'accompagner à l'école. Je pense que c'est une réforme essentielle qu'il faut continuer de consolider. À cet égard, nous augmenterons jusqu'à 35 heures le temps de travail des accompagnants des élèves en situation de handicap pour le revaloriser et mieux aider les enfants. Et donc, je veux qu'on parachève ce travail qu'on a commencé à faire pour les accompagnants des enfants en situation de handicap, qui est un élément clé, en leur permettant en particulier d'accompagner du temps périscolaire et d'avoir un vrai contrat de 35 heures. Parce que la difficulté pour recruter et parfois pour garder les AESH, c'est les niveaux de rémunération qui sont liés au fait que très souvent, ils n'ont pas un temps complet. Et donc, il nous faut pour ça réussir à permettre un accompagnement dans le temps périscolaire. Il y a beaucoup d'autres sujets qui ont été faits sur l'accessibilité, sur la rémunération tout au long de la vie et les simplifications, mais je voulais insister sur ce point. Puis pour prévenir les inégalités à la racine, évidemment, je dirais l'égalité fondamentale de notre société, c'est l'égalité femmes-hommes. C'est pourquoi j'ai assumé d'en faire à nouveau pour un deuxième quinquennat, si les Françaises et les Français m'accordent leur confiance, la grande cause. On a beaucoup fait, on doit continuer de faire sur la lutte contre les violences intrafamiliales, pour l'égalité professionnelle et l'égalité salariale. Et donc tout ça, c'est continuer à investir, déployer. J'ai déjà détaillé beaucoup de choses à cet égard.
il y a deux éléments sur lesquels je souhaite qu'on puisse maintenant renforcer et faire plus. L'accompagnement des familles monoparentales, qui à 85% sont des femmes. Et la santé féminine, je viens de lancer une stratégie endométriose, mais les sujets de prévention, d'accompagnement de la santé féminine ont longtemps fait l'objet de tabous, de très grandes injustices, et doivent être un des éléments clés de cette égalité femmes-hommes. Mais prévenir les inégalités à la racine passe aussi, au-delà de ces trois sujets que je voulais ici rappeler, qui sont pour moi très importants, par deux immenses chantiers sur lesquels je veux justement pouvoir changer de méthode. Parce qu'on a beaucoup fait, je vais essayer de le dire, mais je pense qu'il faut qu'on puisse essayer de changer complètement la méthode. Et au fond, j'ai besoin d'une mobilisation de la nation pour, en quelque sorte, qu'on obtienne collectivement des résultats. C'est l'école et la santé. Et pour moi, ce sont deux immenses sources d'inégalité aujourd'hui. On a beaucoup fait sur ces sujets. On a investi en matière de santé comme jamais la nation n'avait investi depuis la création de l'hôpital public. Nous avons beaucoup investi sur l'école, mené des réformes très profondes. Et pourtant, les choses ne vont pas assez vite. Et c'est là que des inégalités se forment. À chaque fois que l'école n'arrive pas à faire son travail, on reproduit des inégalités sociales. Et elles sont encore là. Quand on n'arrive pas à avoir les résultats qu'on veut, c'est de l'inégalité qu'on reproduit dans les quartiers qui sont les plus en difficulté et auprès des familles qui ont eu le moins de formation au niveau des parents. Quand on laisse la situation s'enliser comme celle qu'on connaît aujourd'hui pour la santé, on laisse des déserts médicaux dans les endroits les plus pauvres de notre pays. Et donc face à ce constat, ce que je veux faire, c'est changer de méthode. En effet, je l'ai fait moi-même il y a 5 ans, je vais le faire pour d'autres sujets. Parfois, on dit qu'il faut faire telle réforme, je viens de le faire là, le lycée professionnel, le travail, j'ai continué de le faire, je vous rassure. Et on dit qu'il faut investir. Sur l'école et la santé, force est de constater que ce n'est pas vrai que ça suffit. La santé, on n'a jamais investi autant. Pourtant, il y a des tas d'hôpitaux, on n'a pas réglé depuis le Ségur de la santé le sujet. Et donc, il faut qu'on arrive à mobiliser différemment les énergies et au fond, redonner à celles et ceux qui font au quotidien la possibilité d'adapter les solutions aux réalités de terrain et sortir en quelque sorte de la guerre de position dans laquelle on est. Le sujet n'est pas de savoir si on va faire une revalorisation de tous les professeurs en France entière, quelles que soient les conditions ou pas. Non. C'est plutôt de savoir comment on va réussir à changer de méthode collectivement en mettant toutes les parties prenantes autour de la table pour faire bouger les choses collectivement. Je m'explique. Mon premier chantier, et ça c'est la méthode innovante que je souhaite pouvoir porter, c'est celui de l'école. Alors je disais, l'école on a beaucoup fait, surtout sur école, orientation lycée, réforme du baccalauréat. On a moins touché le collège, et on a beaucoup investi, comme vous le savez, en REP et REP+, avec des vrais résultats qui sont là. Partout, on a dédoublé les classes et on a réduit à 12. Et les résultats ont été mesurés par des évaluations. Sur la méthode, je souhaite que le chantier de l'école puisse débuter par une large concertation pour discuter de la meilleure manière d'atteindre des objectifs qu'on va fixer. Et donc je veux fixer des objectifs nationaux et assumer d'avoir plusieurs mois de, pas simplement de négociation, mais de travail collectif au niveau local avec toutes les parties prenantes. Qu'est-ce qu'on veut faire à l'école? On veut mieux former, donner les mêmes chances à tous et faire confiance et mieux reconnaître les enseignants. Parce que si je résumais aujourd'hui notre système scolaire, les enseignants ne se sentent pas suffisamment payés et reconnus, et ils ont raison. Les familles sont confrontées à des problématiques souvent d'absentéisme, de difficultés. Quand je regarde les chiffres aujourd'hui qui sont les nôtres, les familles ne sont pas satisfaites. Et les enfants continuent à manquer de confiance et quand on regarde les choses, nous continuons à avoir des mauvais résultats dans les tests PISA. Même si, je l'espère, l'investissement qu'on a fait dans les petites classes se verra dans quelques années dans les évaluations de CM1 qui vont arriver. Mais donc, pour conjurer en quelque sorte cette fatalité, je veux qu'on puisse mobiliser justement et associer toutes les parties prenantes, c'est-à-dire les enseignants, les équipes éducatives et administratives, les parents d'élèves, les élus, les associations, également les élèves au collège et au lycée, pour changer justement notre mode de fonctionnement, avec des leviers sur lesquels je veux ici m'engager. Le premier levier, ce sera un pacte nouveau pour les enseignants. Pour ça, il nous faudra poursuivre de manière significative l'augmentation des rémunérations, qui s'inscrira dans le cadre de cette concertation, mais sur la définition de nouvelles missions. Par exemple, le remplacement des professeurs absents. Parce que nous devons à nos élèves et à leurs parents l'intégralité des heures d'enseignement. Ce n'est pas systématique partout. Et bien souvent, ce n'est pas ce que les parents d'élèves ont. Là, il faut pouvoir dire,
ça doit être aussi une quasi-obligation, mais on doit rémunérer mieux ces heures mobilisées. Certains vous diront, c'est déjà le cas, c'est un cas théorique. S'il y a des parents d'élèves dans la salle, ils savent suffisamment que quand il y a des profs absents, c'est assez rare qu'on les remplace tout de suite par la mobilisation d'autres enseignants qui sont disponibles. Ensuite, c'est un suivi plus individualisé des élèves, notamment pour l'aide aux devoirs ou l'accompagnement personnalisé, en valorisant justement des missions nouvelles qui ne sont pas que celles de la mission en cours, de l'instruction dans la classe. Un rapprochement entre famille et école pour travailler ensemble à l'éducation des enfants. Et puis plus de formation de nos professeurs pour qu'ils puissent s'approprier les meilleures innovations pédagogiques. Ça, c'est le premier levier. Et donc, il y aura un investissement massif de la nation, des meilleures rémunérations, pour toutes celles et ceux qui s'engagent sur ces nouvelles missions. Le deuxième levier, ce sera plus de liberté pour les établissements. Dans la droite ligne de ce que j'ai lancé comme innovation à Marseille et dans le cadre de Marseille en grand. C'est-à-dire valoriser l'expertise de terrain, donner plus de liberté aux équipes pédagogiques, permettre à ces équipes de porter un projet, parfois de recruter sur profil et de dire on a besoin d'un collectif qui croit à un projet et qui le porte ensemble. Et donc pouvoir expérimenter d'autres organisations avec une continuité éducative différente, des nouvelles démarches pédagogiques, renforcer les soutiens scolaires et avec là aussi des moyens nouveaux qui seront à discuter, fonds d'innovation pédagogique, formation des équipes pédagogiques et d'encadrement. Et puis un troisième levier qui sera celui de plus de transparence pour les élèves et les parents, où je souhaite que nous puissions justement mettre à disposition des parents, des élèves, les résultats de toutes les évaluations, certaines que nous avons lancées durant ce quinquennat, mais qui permettent de voir aussi les résultats au niveau de la classe, au niveau de l'établissement, et de les rendre publics, pour permettre aussi de voir quels sont les modes d'accompagnement et les pratiques pédagogiques qui permettent d'avoir des meilleurs résultats et de nous améliorer collectivement et de les généraliser, ce qui permettra de diffuser les bonnes pratiques. Et donc, ce chantier de l'école, vous le comprenez, ça n'est pas un chantier où je considère qu'on pourra réformer notre école et réussir à mieux former nos élèves, mieux reconnaître et payer nos enseignants de manière uniforme partout dans le pays. C'est pas vrai. Mais si on veut répondre aux défis dans sa multitude, sa complexité, on doit mobiliser tous ces leviers, lancer cette concertation, cette mobilisation de terrain et réussir à déployer des formes nouvelles d'organisation. On garde au niveau national nos objectifs et évidemment, les évaluations, elles, demeurent nationales, les programmes sont nationaux et les examens sont nationaux. Mais on doit assumer plus de liberté. En parallèle de ça, je l'ai déjà dit, mais je souhaite qu'on continue de consolider les fondamentaux en renforçant les mathématiques, y compris en le remettant dans le socle pour le baccalauréat, le français, et puis les 30 minutes de sport quotidien au primaire, le renforcement du sport au collège, l'éducation artistique et culturelle que nous devons renforcer, que nous continuerons de renforcer au primaire et au collège, et l'extension du pass culture, qui est une formidable réussite de ces dernières années, dès le collège, pour pouvoir mieux accompagner justement nos collégiens. Et puis une réforme de l'orientation qui permettra dès la 5e de mieux connaître les métiers pour s'orienter ensuite. Ça, c'est sur l'école. Sur la santé, qui est le deuxième grand chantier qui, à mes yeux, est essentiel à la nation, sur lequel nous devons, là aussi, investir et changer les choses. Au fond, nous devons réussir à aller beaucoup plus loin, plus vite et plus fort sur ce que nous avons commencé depuis 2018. Une logique qui consistait d'abord à renforcer la politique de prévention. Le système français soigne bien, mais il prévient moins bien que beaucoup d'autres systèmes. Parce que classiquement, on rémunère beaucoup plus à l'acte, et nous avons piloté la rémunération, aussi bien dans le libéral qu'à l'hôpital, le système sur ces objectifs. Dès 2018, on a essayé de renforcer la politique de prévention. C'est ce qui est au cœur de la stratégie cancer, ce qui est au cœur de beaucoup de stratégies de politique de santé que j'ai pu lancer, où à chaque fois on a essayé de développer les diagnostics précoces et l'accompagnement des enfants ou des adultes. Je souhaite renforcer cette logique, la détection précoce de l'hyperactivité, de toutes ce qu'on appelle les DIS, dyslexie, dyspraxie, etc., la prévention de l'obésité, les bilans de santé, au-delà de ce qui a commencé à être déployé pour les enfants, les bilans de santé à 25, 45 et 60 ans. Et puis nous allons poursuivre les réformes qui ont été commencées à l'hôpital, sur la rémunération des praticiens hospitaliers et de l'ensemble des professionnels de santé, et sur la réforme de l'organisation et l'investissement dans l'hôpital, avec les 19 milliards pour moderniser les équipements et permettre de transformer les choses. Mais le grand chantier que nous devons lancer en matière de santé,
c'est celui qui consiste justement à regarder là aussi la réalité en face. Malgré le Ségur, malgré tout cela, il y a aujourd'hui une crise de sens pour beaucoup de professionnels de santé, qu'on doit toucher pleinement du doigt. Il y a un besoin qui est légitime et que d'ailleurs nous devons collectivement savoir remettre en avant de reconnaissance, mais il y a aussi la volonté de retrouver du sens à la mission, plus de liberté. Et c'est ce qui nous permettra de répondre à notre défi collectif. Quand je regarde notre nation, aujourd'hui, 10% de la population n'a pas de médecin traitant, et donc on a des vraies zones de déserts médicaux qui créent de l'injustice territoriale, avec des populations qui sont très précarisées sur le plan de la santé. Et on a 5% de la population des plus de 65 ans, ou qui sont en ce qu'on appelle des affections de longue durée, qui ne trouvent plus de médecin traitant. Et donc on a des Françaises et des Français qui rentrent dans une situation de très grand risque par justement la mauvaise répartition de nos professionnels de santé sur le territoire. Face à cela, de la même manière, je veux qu'on se donne ces objectifs nationaux, de répondre à ces besoins, à cet objectif de santé publique, renforcer la prévention, répondre aux besoins des déserts médicaux, en activant, donc, en réunissant les parties prenantes, en leur laissant la liberté d'innovation de terrain, mais en activant plusieurs leviers. D'abord, aider les médecins de ville, comme les dentistes, pour qu'ils puissent prendre davantage de patients. Ce qui veut dire généraliser ce qu'on a commencé à faire, les assistants médicaux pour tous, les infirmiers salariés et subventionnés dans les zones moins dotées, ce qui permet de libérer du temps de médecin et de confier à des paramédicaux ces tâches absolument essentielles. Ensuite, c'est s'appuyer sur tous nos professionnels de santé et pouvoir désigner, par exemple, un pharmacien ou un infirmier référent sur un territoire de santé. Ce qui est très important, y compris pour toutes celles et ceux qui ont, par exemple, des renouvellements d'ordonnances, des gestes très simples à faire, où parfois il faut attendre des mois pour prendre rendez-vous avec son médecin traitant, qu'on n'a plus ou qu'on vient de perdre parce qu'il est parti à la retraite, ou qui, pour beaucoup de nos compatriotes, suppose de faire parfois 1 heure de voiture. On va mettre en place un système, justement, de référents, où, de manière régulière, ces renouvellements, ces actes simples, peuvent être pris par un infirmier ou un pharmacien au plus près du territoire. Ce qui libère là aussi du temps de patient et ce qui permet de mieux accompagner nos compatriotes. Troisième point, assumer un renfort massif dans les déserts médicaux, avec des permanences ponctuelles dans les territoires les moins dotés, permettre de renforcer le lien entre l'hôpital et la ville, développer la téléexpertise, la téléconsultation, déployer la 4e année d'internat pour les médecins généralistes dans les zones rurales, réguler davantage l'installation, accompagner les jeunes qui sont issus de ces territoires, en les accompagnant en termes de logement et justement sur le plan administratif. 4e levier, c'est d'améliorer l'accès aux soins en urgence, avec une participation plus large aux gardes et astreintes, avec un numéro unique pour un rendez-vous médical dans les 48 heures si besoin, en s'appuyant sur l'expérience des SAS que nous avons développée ces 2 dernières années. Le 5e point, c'est de laisser la liberté au niveau du territoire, entre l'hôpital, les maisons de santé publique et les libéraux, pour permettre beaucoup plus, pour décloisonner les choses, comme on l'a un peu vécu dans la crise Covid. Mais après, la territorialisation et les silos sont réapparus. Or, il est frappant de voir aujourd'hui que beaucoup de nos jeunes professionnels hospitaliers veulent pouvoir avoir un peu d'activité libérale, mais surtout beaucoup des jeunes qui s'installent, parfois moins jeunes, qui sont dans le libéral, veulent pouvoir avoir accès à un plateau hospitalier, avoir une activité, je dirais, qui est un peu différente, plurielle, plus variée. Et donc, il faut pouvoir laisser ces libertés à l'échelle du territoire. Et puis, il nous faut continuer la simplification de l'hôpital et de sa gouvernance, en particulier en la remédicalisant. Pour moi, ce 2e grand chantier est absolument essentiel, vous l'avez compris. Il va mobiliser là aussi les patients et les associations de patients, l'ensemble des professions médicales et paramédicales, et nos élus qui ont un rôle absolument clé, avec évidemment les services de l'État, pour permettre d'organiser l'offre de soins sur le territoire. Voilà pour moi les grands axes de cette politique qui vise à mieux prévenir les inégalités avec ces 2 axes majeurs que sont l'école et la santé, où au-delà d'assumer des investissements publics supplémentaires, à la lumière de ce qu'on a réussi et de ce qu'on n'a pas réussi à faire, je veux complètement changer de méthode et assumer d'avoir pendant plusieurs mois des objectifs nationaux, des leviers nationaux mis à disposition, mais des solutions qui sont bâties par les acteurs locaux et où on accepte d'avoir une diversité de solutions par territoire. Ensuite, je veux, au-delà de cette politique, pouvoir continuer à porter des progrès pour chacun d'entre nous. Alors, il y a beaucoup de choses que je pourrais évoquer en parlant des étudiants ou d'autres. Je vais juste prendre 6 exemples rapides pour essayer d'expliquer quelques-uns
des progrès très concrets que je souhaite faire pour nos compatriotes. C'est un débat présidentiel. Je répondrai après à toutes vos questions, mais il faut qu'il y ait de la matière. On parle des 5 prochaines années, donc il faut qu'il y ait des choses, vous me connaissez, je vais essayer de les expliquer de manière la plus claire, et ce faisant, de m'y engager pour que le mandat soit clair. C'est comme ça que ça marche, c'est comme ça que j'ai fait il y a 5 ans, et c'est comme ça qu'on peut derrière faire des choses. Alors pour les plus précaires d'abord, je souhaite qu'on puisse mettre en place ce que j'appellerais la solidarité à la source. On a fait le prélèvement à la source, formidable innovation de simplicité, de lutte contre la fraude. C'est ce qu'on a lancé depuis 2018, c'est un travail titanesque, il a été conduit par M. Langlard et qui a demandé un gros travail de toutes les associations, de beaucoup d'élus. C'est au fond de pouvoir dire le RSA, la prime d'activité, les APL, les allocations familiales, tous ces dispositifs qui sont très segmentés, avec des logiques qui ne sont pas les mêmes de revenus de référence, avec ensuite du coup des trappes, des situations ubuesques qu'on connaît, qu'à juste titre, souvent vous dénoncez en disant c'est du coup des mécanismes qui n'incitent pas à reprendre l'activité parce que si je reprends 2 heures d'activité ou 3 heures d'activité, je perds telle aide, qui rend notre système illisible, injuste. Nous allons les réformer, les simplifier pour mettre en place cette solidarité à la source. Ça touche 20 millions de nos compatriotes. Ils touchent l'une de ces aides avec un objectif simple. D'abord, lutter contre ce qu'on appelle le droit au recours, qui est la chose la plus injuste. Ça s'appelle les économies sur le dos des précaires. Tous nos compatriotes qui n'ont pas accès à ces aides alors qu'ils y auraient droit parce que c'est trop compliqué, qu'il y a des démarches, avec la solidarité à la source et ce qu'on a travaillé depuis 2018, en le mettant en place, on lutte contre ce qu'on appelle ce non-recours et ce qui est une formidable injustice. Et dans le même temps, c'est le mécanisme le plus efficace, on l'a vu aussi avec le prélèvement à la source, pour lutter contre la fraude. Parce qu'il y en a qui y ont accès et qui ne vont pas le chercher. Tout ça s'appuie, c'est la continuité et l'esprit de cohérence sur ce qu'on a mené. Le prélèvement à la source, le fait de rendre les aides au logement contemporaines du revenu, qui a été une très grande réforme de ce quinquennat et qui était très compliquée. Toutes ces réformes-là nous ont permis, en quelque sorte, de construire un état des lieux qui permet de mener cette réforme et de la solidarité à la source. Ça, c'est le premier point pour les plus précaires. Deuxième point, pour les mères célibataires, que j'évoquais tout à l'heure. Nous allons mettre en place plusieurs réformes très importantes. La première, là c'est vrai pour toutes les familles, un droit à la garde d'enfants opposable, et notamment donc pour les mères célibataires, l'idée étant de clarifier les responsabilités qui sont aujourd'hui beaucoup trop disséminées entre les acteurs selon les systèmes de garde, et de beaucoup mieux accompagner les familles pour la garde des enfants. Le complément de mode de garde sera étendu pour les enfants de 6 à 12 ans pour les mères célibataires, ce qui est très important. Et nous augmenterons de 50% l'allocation de soutien familial pour les mères célibataires, en la passant de 116 € à 174 € par enfant. Parce que le sujet des mères célibataires, qui d'ailleurs est apparu au moment de la crise des Gilets jaunes, qui était souvent un impensé, un oublié de beaucoup de politiques publiques, est un point absolument clé. Je veux vraiment porter des progrès très concrets pour justement les familles monoparentales et en particulier les mères célibataires. Troisième point, pour les travailleurs. Je souhaite continuer à faire qu'on puisse mieux vivre de son travail et mieux organiser son travail. Et donc pour ça, des éléments sur lesquels je voulais insister. Mieux vivre de son travail, la prime de pouvoir d'achat sans charge ni impôt sera portée jusqu'à 3 000 € par an. Elle est aujourd'hui à 1 000 € depuis 2019. On la portera à 3 000, 6 000 € sous condition de signer l'accord d'intéressement. Les droits de succession seront modifiés pour prendre en compte l'évolution des prix de l'immobilier en ligne directe en passant de 100 à 150 000 l'abattement, mais surtout en tenant en compte la transformation des familles, des usages, des pratiques, et en créant un abattement pour ligne indirecte, pour les neveux, nièces, petits-enfants et enfants de conjoints. La redevance de 138 € sera supprimée, avec, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, évidemment, la volonté ferme de défendre l'indépendance de l'audiovisuel public, mais plus largement celle et l'importance d'une information libre dans notre pays. Et puis, les charges pour les indépendants seront baissées avec un revenu qui augmentera de 550 € par an, quand on gagne l'équivalent du SMIC pour un indépendant. Mais au-delà de mieux gagner sa vie par son travail, ce que je souhaite aussi pouvoir proposer aux Françaises et aux Français, c'est de mieux organiser son temps de travail tout au long de sa vie et de continuer à renforcer les libertés. On fait beaucoup de réformes de ce type durant le quinquennat qui vient de s'achever. Il y en a une en particulier que je voulais éclairer devant vous aujourd'hui, c'est la réforme du compte épargne-temps universel.
Et pour moi, c'est vraiment une réforme très importante parce que je veux qu'elle soit portable, monétisable et universelle. Je m'explique. Le compte épargne-temps, c'est ce qui vous permet d'engranger, comme vous le savez, les jours de congé que vous n'avez pas pris, vos RTT que vous n'avez pas utilisés. Je souhaite qu'on le rende portable. Beaucoup de gens aujourd'hui, quand ils changent d'entreprise, quand ils changent de carrière, sont obligés d'abandonner leur compte épargne-temps qu'ils avaient accumulé parce qu'il n'est pas portable. Il faut le rendre portable. C'est juste. C'est une énorme injustice pour beaucoup de nos compatriotes. Ensuite, je souhaite qu'on puisse le monétiser de différentes manières. C'est-à-dire qu'on en fasse au moment où on en a besoin dans la vie professionnelle. Si on a beaucoup accumulé parce qu'on a voulu travailler plus en étant jeune, se dire à un moment donné, je veux pouvoir, j'arrive à un âge, je veux pouvoir devenir propriétaire, j'ai des enfants qui rentrent en études, le monétiser, ou en monnaie sonnante et trébuchante, ou en temps. Et puis du coup, on va lancer un grand travail de dialogue social pour le rendre universel. Parce qu'aujourd'hui, il y a une situation qui est un peu injuste, c'est que ce compte épargne-temps, il n'est pas vraiment universel, parce qu'il dépend des catégories d'entreprises, et il y a des travailleurs et des travailleuses en France qui n'ont pas accès à ce compte épargne-temps. C'est une vraie réforme de modernisation, je trouve, de notre vie au travail. Et en même temps que je dis, je suis convaincu, il faut travailler plus longtemps, travailler davantage. C'est une manière aussi de permettre à chacun de choisir différemment son temps de travail dans le cycle de vie et son rapport au travail, à son temps et à l'argent qu'on gagne. Pour les retraités, nous porterons la pension minimale pour une carrière complète à 1 100 €. Et donc ça, c'est un autre progrès concret, 5e, que je voulais illustrer. Et le 6e, pour les plus âgés et les aidants, je souhaite qu'on mette en place une réforme très ambitieuse pour l'autonomie. Alors, beaucoup de choses ont été faites durant ce quinquennat, beaucoup d'efforts budgétaires dans les 2 dernières lois financières en particulier. Je souhaite qu'on puisse aller plus loin avec quelques éléments très simples que je voulais ici illustrer. Plus de 90% de nos compatriotes qui vieillissent souhaitent pouvoir bien vieillir chez eux. Et nous sommes dans une société qui, comme je le disais, va de plus en plus vieillir. Et c'est une vraie transformation qui est à l'œuvre pour la décennie à venir. Et donc, ce que je souhaite qu'on puisse faire, c'est 2 choses très concrètes, entre autres, que je voulais ici illustrer. La première, c'est aider nos compatriotes à adapter leur logement au vieillissement. Et comme on a fait un peu ma prime rénov' pour la rénovation thermique, on va faire ma prime adapte, mais c'est très important et c'est très concret. Beaucoup de nos compatriotes ne peuvent pas vieillir chez eux quand ils perdent un peu d'autonomie, mais pas rien qui justifierait normalement d'aller dans un établissement. Il faut simplement accommoder le logement de manière différente. Et donc il faut qu'on puisse les aider à le faire. Et c'est une très bonne politique parce qu'on vit mieux. Et c'est une politique, c'est un investissement pour la nation, mais c'est beaucoup plus intelligent que d'aller payer un établissement qui est beaucoup plus lourd et beaucoup plus coûteux. Au contraire, on va aider les gens à changer leur logement. Et l'autre chose, c'est qu'on va aider, en lien avec les départements, les associations et les acteurs du secteur, à avoir 2 heures de plus par semaine d'accompagnement. Et ça, c'est très important pour les personnes qui commencent à être dépendantes. C'est très important aussi pour nos compatriotes qui travaillent dans ces secteurs de l'aide à domicile. Rajouter ces 2 heures par semaine, c'est permettre d'être mieux payé et c'est travailler mieux. Beaucoup, et je le dis parce qu'il y a eu un très gros travail parlementaire qui a été fait sur ce sujet, j'ai été plusieurs fois interpellé. Le Premier ministre, il y a quelques semaines, a commencé à bouger les choses et à revaloriser ces professions, mais on doit réussir à augmenter et à reconnaître plus de temps de travail par semaine, parce que s'occuper d'une personne qui est dépendante, c'est pas vrai qu'on le fait en une demi-heure par jour. C'est pas possible. Et donc là, on rajoutera 2 heures par semaine, ce qui permet de passer au moins aux 45 minutes jour. C'est entre 45 minutes et 1 heure selon les profils, c'est beaucoup plus humain, raisonnable, responsable et juste. Ensuite, on doit aussi évidemment adapter. Dites-moi s'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Hein. Non, mais je... Ensuite, la meilleure prise en charge, évidemment, ça va avec les établissements, c'est-à-dire les EHPAD. Et donc, là-dessus, nous savons les besoins qui sont les nôtres. Et donc, nous recrutons 50 000 infirmiers et aides-soignants. Nous renforcerons aussi les contrôles, parce que nous avons vu dans la période récente l'importance de ce sujet, à la fois pour les personnes qui vivent dans les établissements, mais on a un besoin d'investissement en personnel. Et donc, j'assume le recrutement de 50 000 infirmiers et aides-soignants. Et nous avons besoin de renforcer les contrôles, ce que nous avons commencé à faire et qui sera renforcé dans les 5 années qui viennent si les Françaises et les Français me font confiance, pour pouvoir justement lutter contre les pratiques inhumaines, dégradantes, que nous ne saurions accepter. Voilà pour
quelque sorte ce chapitre sur le vivre mieux, et à la fois la lutte contre la formation des inégalités, mais aussi les progrès très concrets que je souhaite pouvoir apporter par l'ensemble de ces réformes et ces investissements pour nos compatriotes. Puis enfin, le dernier sujet sur lequel je voulais ici vous présenter quelques-unes des réformes qui figurent dans le programme que je soumets aux Françaises et aux Français, c'est le pacte républicain. Au fond, c'est cette conviction que l'État, auquel je tiens, que je défends et que j'ai toujours défendu et qui est si important, nous l'avons vu pendant la crise, l'État doit être encore davantage chaque jour au service de la nation. Et pour ce faire, je veux simplement donner quelques éléments de continuité, une nouveauté. D'abord, continuer le réarmement de l'État régalien, l'État qui protège. Là-dessus, je vais aller assez vite puisque beaucoup de choses ont été faites, en particulier ces 2 dernières années, qui, je crois, ont vocation à être déployées pleinement. Sur la laïcité, j'ai eu l'occasion lors du discours des Mureaux d'expliquer quelle est à la fois ma philosophie, la politique que j'entends conduire, celle que nous menons depuis le début, c'est ainsi que j'entends conduire les choses. Sur la lutte contre les séparatismes, nous nous sommes attaqués pour la première fois dans l'histoire de notre République à toutes les pratiques, les dépendances, les ingérences étrangères avec des résultats. 650 fermetures d'établissements, 22 fermetures de mosquées, des dissolutions d'associations multiples, l'encadrement de l'enseignement privé et à domicile, le contrôle des financements étrangers, la fin des imams détachés, l'extinction de ce qu'on appelle les ELCO, qui enseignaient sur notre sol dans des langues étrangères sans être sous contrôle de l'éducation nationale. Tout ça, c'est ce que nous continuerons à déployer de manière méthodique. C'est l'agenda des Mureaux, si je puis m'exprimer ainsi, qui, je crois, produit ces résultats et permet de restaurer pleinement la force de la loi de la République partout, sans diviser la nation. Sur la sécurité au quotidien, un gros travail a été conduit qui s'appuie sur le bilan. Ces 5 dernières années, les 10 000 postes de policiers et de gendarmes auxquels je m'étais engagé ont été créés, sont en train finir d'arriver sur le territoire. Les procédures ont été simplifiées, en particulier avec les amendes forfaitaires. Et nos forces ont été aussi équipées avec un taux de renouvellement des véhicules comme de leurs équipements qui est historique et qui se poursuit. Nous continuerons ce travail au travers d'une loi d'orientation et de programmation pour le ministère de l'Intérieur qui permettra, dans le quinquennat qui vient, de créer 200 brigades de gendarmerie, de doubler la présence des forces de sécurité intérieure par des compléments de création, mais aussi des transformations profondes du temps de travail et de l'organisation de nos forces, le triplement de l'amende anti-harcèlement, l'extension des amendes forfaitaires, la possibilité de porter plainte en ligne, la mise en place de forces d'action républicaines dans les quartiers lorsque des situations d'insécurité apparaissent, mais qui sont à la fois forces de sécurité, magistrats, équipes éducatives, et une stratégie cyber massive avec des filtres anti-arnaque, des numéros 24 heures sur 24, et un recrutement de 1500 cyberpatrouilleurs. Et puis ceci n'aurait pas de sens si en parallèle nous ne continuions pas d'investir sur la justice, parce que rien ne sert d'investir sur les forces de sécurité intérieure si derrière il n'y a pas une réponse civilo-pénale qui est adaptée. Là-dessus, de la même manière, le bilan est là pour dire la crédibilité des engagements que je prends. Nous avons augmenté de 30% les investissements dans notre justice, de 30%. Le projet que je défends consiste à embaucher 8500 magistrats et personnels de justice, de porter une refonte du code de procédure pénale et de pouvoir mettre en œuvre les états généraux de la justice qui se parachèveront d'ici au printemps avec un objectif de réduction des délais, d'effectivité des peines et d'amélioration des conditions de travail de nos magistrats. Le deuxième axe, justement, de ce pacte républicain, c'est la meilleure maîtrise de nos frontières. Là aussi, à plusieurs égards, c'est la poursuite de réformes, d'engagements, d'ambitions portées récemment. Pour l'Europe, la réforme de Schengen, présentée il y a quelques semaines à Tourcoing, et qui faisait partie de l'engagement défendu dès le discours de la Sorbonne en 2017, la réinvestissement dans Frontex, et pour ce qui est de la France, l'investissement dans des forces spécifiques de protection de nos frontières qui permettront, et qui sont prévues et budgétées dans le cadre de la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, de renforcer le contrôle de nos frontières, sachant que nous avons d'ores et déjà, durant le quinquennat, plus que doublé nos forces présentes, avec des résultats de protection de nos frontières espagnoles et italiennes, tangibles et mesurés, x2 et x3. Pour mieux maîtriser l'immigration, nous compléterons ces décisions prises au niveau européen et français par plusieurs points. Premier, la refonte de l'organisation de l'asile et du droit de séjour,
avec notamment la mise en place de procédures d'éloignement plus rapides et effectives, et en particulier avec un système qui fera que le refus d'asile vaudra obligation de quitter le territoire français. Là où aujourd'hui la multiplication des procédures et des voies de recours crée l'inefficacité de notre système. Et donc nous avons conduit durant le quinquennat une première réforme qui a consisté à réduire les délais administratifs et d'instruction par l'OFPRA. Nous devons maintenant réduire la lourdeur des procédures qui permet l'efficacité de nos procédures, enfin qui aujourd'hui réduit l'efficacité de nos procédures d'éloignement. Nous réduirons aussi l'empilement des contentieux par la fusion des procédures et je souhaite aussi pouvoir poursuivre ce qui a été commencé durant les 18 derniers mois, c'est-à-dire de conditionner l'efficacité de la réponse en termes de laissez-passer consulaire à notre politique de visa. Si un État décide de ne pas coopérer avec une politique de retour de celles et ceux à qui on n'octroie pas des titres de séjour ou l'asile, alors c'est un État à l'égard duquel nous aurons une politique de réduction, de suppression de nos visas. Et je pense que c'est une politique logique, normale, que j'ai assumée, que je continuerai d'assumer. Troisième élément, c'est la refonte du modèle d'intégration républicaine. En effet, protéger mieux nos frontières est indispensable, lutter contre l'immigration clandestine, mais à côté de ça, il nous faut aussi regarder en face nos faiblesses et voir que nous devons améliorer notre chemin d'intégration républicaine. Je le dis dans un moment où notre pays a à faire face et aura à faire face à des arrivées importantes de femmes et d'hommes qui fuient l'Ukraine. Et nous savons que pour notre Europe, c'est un des plus grands défis des dernières décennies. Face à cela, je souhaite que nous puissions renforcer les moyens et les investissements sur justement les cours de langue. Nous les avons renforcés durant les 3 dernières années. On doit poursuivre ce travail. Mais l'intégration par la langue, le travail et la meilleure répartition géographique sur le territoire est indispensable. C'est ce que nous sommes en train de faire et ce que j'ai demandé très concrètement ces derniers jours de faire pour l'accueil des familles ukrainiennes qui arrivent sur notre sol. De la même manière, ce sont des devoirs et des droits, et donc nous transformerons et nous changerons aussi les modes d'accès au titre de séjour. D'abord, en faisant de manière régulière un bilan et en ne renouvelant pas les titres de séjour et en expulsant les étrangers ou les personnes détenant des titres provisoires qui troublent l'ordre public. Nous avons commencé à le faire, comme vous le savez, c'était les chiffres et les engagements pris par le ministre de l'Intérieur, avec des résultats dont il a rendu compte et qui sont tangibles. On continuera cette politique. Je pense qu'elle est de bon ordre. Et les titres de séjour longs seront conditionnés non plus simplement à des objectifs de moyens, c'est-à-dire tant d'heures de français ou juste des démarches, mais à un examen de français et à une vraie démarche d'insertion professionnelle pour tout titre de 4 ans ou plus. Et donc la carte de séjour pluriannuelle sera donnée dans des conditions beaucoup plus restrictives, mais qui renforcent aussi la solidité de l'intégration au pacte national de celles et ceux qui souhaitent rester sur notre sol. Puis en parallèle, nous renforcerons la lutte contre les discriminations. Parce que nous le savons, nous devons aussi, et notre République est aujourd'hui encore par trop défaillante en matière d'intégration. C'est l'investissement sur l'école auquel je crois, c'est l'investissement pour le travail que je veux continuer de poursuivre. Et à chaque fois qu'on se bat pour une école plus juste, pour une meilleure insertion professionnelle et pour lutter contre le chômage, on se bat contre la discrimination. Parce qu'elle touche d'abord celles et ceux de nos compatriotes qui sont issus de l'immigration. Mais la lutte contre les discriminations sous toute forme doit se poursuivre. Et donc, nous mettrons en place une politique de testing systématique pour chaque entreprise de plus de 5000 salariés. Ce qui veut dire que durant les 5 ans à venir, chaque entreprise de plus de 5000 salariés fera l'objet d'un testing. Comme vous le savez, nous avons eu une politique de testing, si je puis dire, aléatoire, qui a commencé à déployer cette politique ces dernières années. Elle sera systématisée. Et puis enfin, un État au service de la nation, c'est un État simple. Et j'ai dit combien je tenais à l'État, combien je croyais que les crises avaient éprouvé la solidité, la force de l'État, de ses représentants et de nos fonctionnaires, à qui je veux ici rendre hommage et défendre. Dans le même temps, nous avons aussi collectivement constaté nos lourdeurs, parfois nos dysfonctionnements. Et donc, un État au service de la nation, c'est un État plus simple. Simplification drastique de nos procédures. Nous avons commencé par le droit à l'erreur, le prélèvement à la source, des versements plus rapides. On doit aller beaucoup plus loin, avec 2 axes ici que je souhaite soumettre. Un service public ouvert avec appel à projet. Nous avons au fond testé le service public
disrupté, plateformisé, appelez-le comme vous le voulez, durant la crise Covid, où beaucoup d'innovateurs ont testé la robustesse de nos décisions, les choix qui étaient faits, en utilisant de la donnée publique et, en quelque sorte, en permettant d'améliorer l'action collective. Il nous faut, par temps de paix, si je puis dire en permanence, mobiliser les forces vives de la nation et ouvrir le service public. On a une politique de données publiques très ouverte. Je souhaite qu'on aille beaucoup plus loin et beaucoup plus fort et qu'on puisse permettre de mobiliser ainsi les innovateurs, les entrepreneurs pour améliorer dans tous les domaines l'efficacité et simplifier l'action publique. À cet égard, beaucoup se sont déjà mobilisés pour participer au travail que j'évoquais en matière de santé. Et je pense qu'il y a beaucoup ainsi d'innovateurs, qu'ils soient entrepreneurs, associatifs ou personnes civiles qui souhaitent y participer. C'est une formidable chose. Et puis, sur tous les sujets prioritaires que j'ai cités, nous prendrons une loi d'exception afin de réduire les délais et de simplifier drastiquement les procédures. C'est possible et nous l'avons fait pour les Jeux Olympiques. C'est pour ça que je m'appuie toujours sur les choses qu'on connaît, qu'on a vécues ensemble. Quand on a gagné les Jeux Olympiques en 2024, on m'a d'abord dit on ne pourra jamais faire ce qu'on s'est engagé à faire auprès du CIO, du Comité international olympique. C'était tout à fait vrai si on suivait les procédures. Et donc on a fait une loi d'exception qui permet d'ailleurs de faire le plus grand projet de rénovation urbaine du pays en ce moment même, dans le département où nous nous trouvons. Donc il n'y a pas de fatalité. Et donc si on veut conjurer la pénurie de logements, la lenteur de nos délais, il faut prendre des lois d'exception et se dire sur quelques sujets, on veut déployer plus vite du renouvelable, on ne peut pas rester avec nos délais de déploiement du renouvelable. On veut déployer plus vite du logement, il faut prendre des lois d'exception sur certains territoires. Et donc je souhaite qu'on puisse prendre une loi de très grande simplification drastique. Autre axe de simplification, la simplification territoriale. Je porterai le projet de conseiller territorial et la mise en œuvre du droit à la différenciation qui permettra à chaque territoire, y compris de revenir sur les organisations territoriales établies. Nous avons porté les réformes qui permettent de le faire au niveau national. Je laisserai ouvert les initiatives locales pour permettre de simplifier les choses, mais je souhaite que partout sur le territoire, pour les prochaines élections locales, on arrive à cette simplification du conseiller territorial. Troisième axe, de continuer à aménager notre pays par les projets. Pour y revenir dans le cadre des questions, nous adorons les débats sur la décentralisation. Moi, je considère que durant ces 5 dernières années, nous avons fait beaucoup de choses et fait avancer dans beaucoup de nos territoires les projets, parce que nous avons assumé une politique d'aménagement par les projets et pas de débat théorique par les compétences. Action cœur de ville, petite ville de demain, agenda rural. On a permis de renouveler des places, des gares, de recréer des commerces, de recréer des cafés, de déployer des écoles et des infrastructures de manière très concrète et rapide, en accompagnant les maires quand ils portaient des projets. C'est à ça que l'État doit se concentrer. Et donc, continuer de simplifier l'action en la territorialisant, c'est exactement la philosophie de France Travail que je viens de vous présenter, territorialiser davantage notre action publique et permettre aussi de remettre de la matière grise de l'État sur les territoires, avec la poursuite de ce que j'ai amorcé depuis la crise des Gilets jaunes et le grand débat, c'est une déconcentration de nos services. Avec d'ailleurs des réformes qui continuent à être prises aujourd'hui, mais nous déconcentrons des services pour qu'ils quittent Paris et la région parisienne et qu'ils aillent dans des villes, que ce soit des métropoles, des villes moyennes ou des petites villes de province. Et nous nous engageons d'ailleurs à réouvrir, ce faisant, des sous-préfectures. Enfin, simplification institutionnelle. Je n'ai pas réussi à porter la réforme des institutions, notre Constitution que je défendais, parce qu'il n'y a pas eu d'accord politique. Je n'ai pas changé de conviction à cet égard, on pourra y revenir si vous avez des questions, mais si les Françaises et les Français me font confiance, je lancerai donc une commission transpartisane pour rénover nos institutions, parce que je pense qu'elles en ont besoin. Premièrement, je suis attaché à l'efficacité de nos institutions. Je pense qu'il faut avoir des femmes et des hommes qui puissent décider et prendre leurs responsabilités. Je suis donc pour un exécutif fort. Deuxième point, je suis pour un Parlement fort, qui puisse encore renforcer ses missions de contrôle. Je pense que d'ailleurs notre démocratie a besoin de continuer de clarifier les termes et les règles de la responsabilité politique en démocratie. Nous avons aussi besoin d'améliorer la représentativité et vous savez, je suis à titre personnel et je continue de l'être favorable à plus de proportionnalité. Ceci doit être porté par une commission transpartisane pour permettre, je l'espère, de faire advenir cette réforme, en tout cas, que je défends pour ma part.
Voilà les quelques grands axes que je souhaitais ici développer. Ces investissements pour notre indépendance, notre unité, notre protection ce programme de réforme et de transformation. C'est un programme, vous l'avez compris, qui vise à la fois à protéger nos compatriotes, notre nation, à émanciper chacune et chacun, en redonnant aussi des chances, à transmettre nos valeurs, notre culture, notre pays plus fort. C'est un programme qui, quels que soient les temps, et parce que nous sommes sûrs d'avoir à nouveau à affronter des crises et des grands bouleversements, assume aussi de porter une ambition forte, mais qui veut aussi se déployer avec une autre façon d'associer et de faire participer nos compatriotes et au plus près du terrain, les forces vives de la nation qui auront à agir. Voilà les quelques éléments que je souhaitais ici vous présenter. C'est le programme sur lequel tout ça sera détaillé dans un document écrit qui sera diffusé dans les prochaines heures. Et évidemment, je continuerai à y répondre aujourd'hui auprès de vous et puis dans les jours et semaines qui viennent auprès de chacune et chacun d'entre vous et de nos compatriotes. C'est le programme pour lequel je m'engage comme candidat à la présidence de la République et c'est le programme sur lequel j'engagerai celles et ceux qui voudront m'accompagner derrière cette ambition et qui vaudra aussi pour les élections législatives qui suivront. Car je considère que dans le contexte qui est le nôtre et pour porter une telle ambition, il faut savoir être à la fois ambitieux et réunir toutes les forces de bonne volonté. Je vais maintenant répondre à toutes vos questions.